Dans toutes les villes de France, dans les campagnes, dans les banlieues, un peu partout, il y a une vie gay que peut-être vous ne soupçonnez pas. Peut-être vous la soupçonnez, peut-être pas. Elle est faite de rencontres ponctuelles dans des lieux à l'écart, des lieux loin du monde hétérosexuel où nous pouvons draguer, être qui nous sommes vraiment, assumer nos fantasmes. Vous l'ignorez peut-être, mais en fait, les rencontres homo, ça s'est souvent, beaucoup passé ainsi. À Paris, par exemple, ça existe dans le célèbre jardin des Tuileries, à côté du Louvre. J'imagine, peut-être pas pour les plus jeunes, mais que vous connaissez Charles Trenet, ce chanteur qu'on écoutait quand on était petit. Vous vous souvenez peut-être de sa chanson qui s'appelait « Le jardin extraordinaire ». C'est un jardin extraordinaire, une espèce de petite chanson comme ça, toute mignonne. C'était en 1957. Et si vous voulez bien, on va lire les paroles ensemble. Alors pour des raisons de droit, c'est la version karaoké qu'on passe. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues, c'est vrai qu'il y a des statues, qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Je crois que le sous-texte de cette chanson est assez clair, alors pas du tout remarqué à l'époque, évidemment. Et la légende dit, en fait, Guy Hockenheim dit que dans cette chanson, Charles Trenet aurait fait un discret coming out en parlant des rencontres sexuelles qu'il faisait, que ses amis faisaient aux Tuileries. Ces lieux de drague, ils existent partout depuis très longtemps, je vous l'ai dit. À Besançon, par exemple, le lieu des rencontres, c'est un jardin public qui s'appelle le Parc Micot, qui est au cœur de la ville. La journée, c'est un parc où tout le monde va. Le soir, beaucoup moins de monde. Et c'est un lieu de rencontre pour les homosexuels. À Tarbes, une autre ville où nous avons rencontré aussi des personnes victimes de guet-apens, c'est au bord des quais de l'Adour. Alors, les quais de l'Adour, c'est une très jolie promenade au bord de l'eau. Et le soir, on peut distinguer des ombres furtives, comme ça, qui cherchent des rencontres sexuelles. Et ça se passe partout, en réalité. Pour ceux qui ne savaient pas, qui saviez pas, voilà, ça se passe partout. Au bord des autoroutes, au bord de certains lacs où des gays pratiquent le naturisme. Ce n'est pas forcément, d'ailleurs, les rencontres glauques que certains peuvent nous décrire ou peuvent imaginer. Ce sont aussi, surtout, des espaces de liberté à l'écart d'une société qui rejette aujourd'hui encore l'homosexualité, en tout cas la manifestation de l'homosexualité, c'est-à-dire une manifestation d'affection, de désir entre les homosexuels. Et il y a souvent une grande poésie, une grande tendresse dans ces lieux. Mais ces lieux, ils ont toujours été ciblés par des gens qui voulaient s'en prendre aux homosexuels. Heureusement, pas tout le temps. Heureusement, ça reste minoritaire, évidemment. Il faut le dire aussi, c'est important. Mais ça a toujours été une façon, des endroits où des gens qui voulaient s'en prendre à eux pouvaient aller, par bêtise, par haine, parfois les deux. À Tarbes, par exemple, le long des quais de l'Adour et dans d'autres endroits, plusieurs homosexuels, peut-être même des dizaines, ont été agressés par une bande de jeunes hommes en 2017. À Besançon, dans ce fameux parc Micot, il y a eu 11 homosexuels qui ont été agressés à l'été 2018. Donc ça, c'est des lieux de rencontre. Et puis dans les années 80, 90, les rencontres homosexuelles ont été transformées par les technologies. Les boîtes vocales, téléphones et le Minitel. C'est le début finalement des rencontres virtuelles. Et pour beaucoup d'hommes qui étaient seuls ou en découverte de leur sexualité, ça a été une libération, une façon de briser l'isolement. Mais encore une fois, des agresseurs ont utilisé ces outils pour cibler des homosexuels. Par exemple, en 1990, un homme nommé Rémi Roy tue en région parisienne 3 homosexuels qui cherchaient des rencontres sur le Minitel. Parmi eux, parmi ces victimes, il y avait une personnalité un peu connue à l'époque. C'était une personne qui s'appelait le mage Nathaniel, qui était une espèce d'astrologue qu'on voyait souvent à la télévision. Du coup, on en avait un peu parlé à ce moment-là. Et puis, c'était un peu retombé dans l'oubli. Dans les années 90, à ce moment-là, et notamment à Paris, les policiers de la brigade criminelle, la crime comme on dit, sont très perplexes parce qu'ils voient beaucoup de crimes, et parfois jusqu'à des meurtres, d'homosexuels à la suite de rencontres sur le Minitel. C'est ce que nous a confirmé cet homme. On va voir sa tête s'afficher. Voilà. Cet homme, il s'appelle Frédéric Pechnard. Alors, c'est un célèbre policier
Il a eu une carrière, toute une carrière ensuite. Il est devenu directeur de la police nationale sous Nicolas Sarkozy. C'est un sarkozyste très, très proche de Nicolas Sarkozy. Il est aujourd'hui vice-président de Valérie Pécresse à la région Île-de-France. Donc ça, c'est la suite de son parcours. Mais on revient dans les années 90. Il a 35 ans, il est à la brigade criminelle, adjoint puis directeur de la brigade criminelle. Et à l'époque, il est bien obligé de constater que les agressions particulièrement violentes contre les homos se multiplient. Et il va même s'inviter au micro de la radio LGBT Fréquence Gay pour alerter la communauté. Il faut voir la scène, hein, ce n'est pas forcément l'espace qu'il fréquentait le plus, je pense. Voilà. Et pour le documentaire, on l'a d'ailleurs filmé dans les locaux actuels de la radio rue de Rivoli à Paris. Je dirais qu'à peu près 20% des dossiers qui étaient en compte à cette époque à la brigade criminelle concernaient des meurtres d'homosexuels. Qu'on dépouillait quelqu'un chez lui, on lui piquait ses affaires, sa carte bleue, son liquide, enfin tout ce qu'on pouvait lui voler. On lui cassait la figure pour lui faire peur, ou par haine. Et derrière, les agresseurs espéraient, pensaient que les victimes n'iraient pas porter plainte, ce qui d'ailleurs était assez souvent le cas. Avant d'interroger Frédéric Pechner, on a quand même vérifié qu'il n'avait jamais eu de propos homophobes publics. Et puis, avec Internet, les rencontres ont encore évolué. Elles se sont déplacées sur ce qu'on connaît tous aujourd'hui, les applications de rencontres pour les hommes cisgenres, gays ou bisexuels. C'est Grindr, Planète Roméo, Badoo, il y en a plein d'autres. Ou les sites de rencontres comme celui-là qu'on va voir, Coco. Coco, c'est pas forcément un site que tout le monde connaît, c'est un site Internet, donc c'est pas une appli. C'est un site Internet très rudimentaire, vous voyez. Il n'y a pas de modération sur ce site et ça ressemble vraiment, vous voyez, dans l'interface au début d'Internet. C'est un site qui est fréquenté par toutes sortes de gens, mais aussi des hommes gays ou bisexuels qui vivent une sexualité plutôt cachée et qui cherchent des rencontres très discrètes. Et c'est aussi, on l'a constaté, parce qu'on a beaucoup de dossiers qui se ramènent à ce site, c'est un site très pratique pour les agresseurs. Ils savent que les victimes ne vont pas forcément porter plainte. Ils savent qu'elles pourront se sentir coupables d'une certaine façon, alors qu'elles n'ont pas raison de l'être, d'avoir été piégées dans un guet-apens homophobe, qu'elles ne veulent pas forcément dire à la police, à leurs amis, à leur famille, qu'elles ont été sur un lieu de rencontre ou sur une application de rencontre pour rencontrer des hommes. Et du coup, les agresseurs en profitent. Pour le film, on a rencontré un jeune homme de 19 ans. Il a demandé qu'on l'appelle Djibril, ce n'est pas du tout son vrai prénom. Djibril, il vit à Paris et en avril 2022, il a participé à au moins un guet-apens. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait rencontré quelques jours plus tôt un complice, quelqu'un qui est devenu son complice, mais il ne le connaissait pas, un peu plus âgé, qui lui a dit qu'aller chez des gays en passant par des applis, c'était une bonne façon de se faire de l'argent. Alors il y est allé. Le meneur qui a organisé les 5 guet-apens de cette opération sur l'application Grindr a écopé de 3 ans de prison et lui 2 mois seulement pour escroquerie parce que la justice n'a pas été en mesure de montrer qu'il avait frappé, par exemple. Djibril avait envie de témoigner. Quand on l'a contacté, il avait envie de témoigner, de raconter pourquoi il avait participé à ce guet-apens. Et vous allez écouter ses arguments. Moi, je les trouve un peu effarants. Les filles, pour les draguer, faut sortir l'argent quand même un peu. Faut les inviter au restaurant, leur acheter des choses, des vêtements, des cadeaux, pour pouvoir les amadouer, pour rentrer dans leur cerveau. Alors que les gays, y a pas besoin de tout ça. Eux, c'est du direct. Ils veulent juste faire leur rapport sexuel et basta. Ils ont l'air plus faibles. Dire oui à tout. Ils ont l'air, comment dire le mot, naïfs, ils sont naïfs aussi. Alors j'ai dit effarant, mais ces propos, ils sont aussi troublants. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, c'est un discours très pragmatique d'une certaine façon. C'est-à-dire, d'ailleurs, il regrette, il dit ça part en cacahuète à un moment, ça veut dire qu'il se rend compte que c'était pas... On ne pensait pas forcément que ça allait se terminer comme ça, mais ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il est possible de rentrer chez des gens qui sont gays pour les voler, au passage les humilier, alors on le fait. Voilà.
Sauf que dans son discours, vous avez aussi entendu autre chose. Il y a un certain nombre de clichés. Ils sont faibles, ils sont fragiles, ils sont naïfs. Il nous a dit aussi à un autre passage, juste après en fait, ils ouvrent leurs portes en 30 secondes, les gens normaux, ils ne font pas ça, c'est bizarre. Comme si on parlait de gens qui n'étaient pas comme les autres en réalité. Et moi je me rappelle, j'ai fait cet entretien, je lui ai posé les questions, et en tant qu'homme gay, j'étais très mal à l'aise. Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'est-ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce qu'il aurait pu se faire. Et c'est surtout très étrange parce qu'il était extrêmement sympathique et il venait témoigner en regrettant un peu ce qui s'était passé. Et pourtant, il a dit ça. Et en fait, en l'écoutant, et en le réécoutant, en faisant ce documentaire, je me suis dit qu'en fait, d'une certaine façon, les mots qu'il prononçait, ce n'étaient pas vraiment ses mots à lui. C'était des mots appris, les mots d'une homophobie, en fait, banalisée, qui est énoncée comme une évidence. Qu'est-ce qui se passe donc dans la tête de ces agresseurs qui, pour certains, vont jusqu'à infliger des atrocités? Pourquoi s'en prendre ainsi à des gays? Cette question, quelqu'un qui est avec nous ce soir n'a pas arrêté de se la poser. Oui, c'est toi, Zach. Viens me rejoindre sur la scène. Oui, installe-toi. On va allumer les micros. Voilà. Zach, tu as témoigné dans le documentaire. Alors, pour te présenter, je peux dire que tu es un exilé algérien, mais tu es aussi un vrai Marseillais depuis le temps que tu vis ici. Vous le trouvez au Vallon des Eaux. Zach, je te tutoie. Je ne peux pas faire autrement que de tutoyer, parce que quand on se voit et on parle de tout ça, évidemment, on est journaliste, mais quand même, il y a un lien spécial qui se crée. Tu as quitté l'Algérie parce que tu étais journaliste et ouvertement gay, ce qui, pour le pouvoir algérien, sont deux raisons de te persécuter. Un soir de 2017, tu es passé chez ton coiffeur et puis tu es allé boire des coups dans un bar du Vieux-Port. Et là, tu as commencé à parler avec deux jeunes hommes qui étaient en fait des ex-légionnaires et puis tu t'es retrouvé ensuite dans une chambre d'hôtel, dans un café de la place de l'Opéra. Avec les mots que tu souhaites et le niveau de détail que tu souhaites, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je te reprends sur un seul truc, c'est que je n'ai pas parlé avec eux. J'étais dans le bar et je suis sorti fumer ma cigarette en laissant mon verre. Quand je suis rentré dans le bar, parce que la soirée, il y avait DJ, tout ça, le bar Polycarpov, place Oseville, j'ai bu 3 ou 4 gorgées. Et au bout de 5 minutes à peu près, je me sentais très très mal. En fait, c'était pas moi. Et l'un des deux agresseurs est venu me parler à l'oreille. Moi, je suis quelqu'un de... Je me méfie. Mais en revanche, ce soir-là, malheureusement, je les ai suivis sans savoir ce que je faisais. Et puis, je me retrouve dans une chambre d'hôtel où on m'a battu de 22h30 à 6h du matin et non-stop. J'ai été attaché, poigné comme les poignets au coudoir, les chevilles, au pied de la chaise. Et ils ne se sont pas arrêtés de me tabasser des coups de pied. Vers la fin, moi, j'étais projeté contre le mur. J'avais le nez cassé en 2, les côtes en 3. Et on m'a séquestré durant du vendredi vers 22h jusqu'à dimanche vers 11h. Voilà. Et durant quand j'étais séquestré, c'était... je préférais mourir au lieu de continuer à subir ce qu'on m'a fait subir. Pourquoi, à ton avis, pourquoi, quand tu repenses à tout ça, qu'est-ce que tu te dis? Pourquoi ils se sont attaqués à toi? Qu'est-ce qui, pour toi, était le ressort de tout ça? En fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à expliquer ça. Mais dans tout ça, j'estime qu'il y a, parce que j'essaie de faire un travail sur moi, mais j'estime qu'il y a de l'ignorance, la frustration, de l'homophobie. Et les deux, je pense qu'ils étaient drogués énormément. Moi, je ne me drogue pas, jamais touché à ça. Et du coup, je pense qu'il y a une part en eux qui veut régler ses comptes, mais c'est moi, enfin moi,
Parce que moi, je l'assume ouvertement, mon homosexualité, depuis l'âge de 15 ans, parce que j'avais fait mon coming out de 1995 en Algérie à ma mère. J'ai toujours assumé ce que je suis. Et je pense que moi, autant que personne homosexuelle et tout ça, j'assume, etc. Mais eux, peut-être, ils ont leur côté aussi bi ou homo qu'ils n'assumeront jamais. Ça les frustre de voir une autre personne qui assume et vit avec ça normalement. Donc c'est eux qui ne sont pas normaux, c'est pas nous. Il y a eu un procès. Il a eu lieu en 2022. Ce qui s'est passé, c'était en 2017, je l'ai dit. Le principal agresseur a été condamné à 18 ans de prison pour viol et violence homophobe. L'autre a 5 ans de prison, je crois. Ça fait plus de 6 ans. Plus de 6 ans. Comment tu vis avec ça maintenant? Tu me disais tout à l'heure, c'est encore parfois difficile. Très difficile. Au travail, des fois ça se passe bien, mais comme je suis chaque année, à partir du mois de mars jusqu'à juin, juillet, je vais très très mal. Je pars en burn-out. Des fois, je n'ai pas envie de sortir, je me sens tout le temps fatigué. J'ai pas le moral, je la déprime. Des fois, d'ailleurs, quand je marche dans la rue, j'ai toujours des écouteurs, mais je les allume pas parce que j'ai peur qu'il y a des gens derrière moi qui sont en train de marcher, qui peut-être dans leur tête ils vont m'agresser. Mais c'est comme ça, ça me poursuit et je vis avec cette situation. Je n'oublierai jamais ça et il n'y a pas une seconde de ma vie où je ne pense pas à l'agression. Je vis avec. Il a fallu du temps pour que la justice considère le caractère homophobe de l'ensemble des violences que tu as vécues, que tu as subies. C'est-à-dire que, notamment, le viol a été très tardivement reconnu. Et pour toi, justement, ce long parcours judiciaire et toutes les batailles que ton avocat a dû mener pour reconnaître le caractère homophobe de tout ce que tu avais vécu, ça a été dur. Ça, tu en parles dans le documentaire. Ouais, ça a été très dur. C'est une torture. Pendant 6 ans, c'était une torture parce que je ne comprends pas. C'est moi qui ai subi cette horreur de la part de ces deux monstres. Et même au niveau pendant le procès, pendant les 5 jours de procès, à un certain moment, je me suis senti, moi, le bourreau, mais c'est eux les victimes. Pourquoi ? Les avocats, alors ils ont dit que Zach Ostman, c'est un travailleur de sexe. Combien même je l'étais. Est-ce qu'une personne travailleuse au travers du sexe mérite d'être séquestrée, tabassée, etc. Mais non, moi, je n'ai jamais pratiqué le travail du sexe, mais bien sûr, j'accompagne des bénéficiaires qui sont travailleurs au travail du sexe. Voilà. Et c'est leur droit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et les avocats, ils ont beaucoup insisté sur ce passage-là, au point où, à un certain moment, j'en pouvais plus, je faisais que pleurer. Mais à la barre, quand je témoignais, j'étais révolté et j'ai répondu à l'avocat. J'ai pas dit maître, j'ai dit monsieur, je suis désolé. Enculé, c'est pas une insulte, c'est un moment de plaisir pour certaines et certains. Et là, il a titillé, mais voilà, c'était ma réponse parce que j'avais marre de. Oui, alors l'autre qui disait qu'au Stade Vélodrome, les 60 000 supporters crient enculé, enculé, ce n'est pas tout le monde qui est homophobe. Ben, je suis désolé, enculé au PD, c'est homophobe. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message que tu as envie de nous faire passer ce soir ? Alors mon message, c'est que pour moi, quand la justice française met beaucoup de temps pour condamner les agressions LGBTQI-phobes ou condamne à très très peu les agresseurs, pour moi, elle est complice. Avec tout mes respects pour la justice, mais elle est complice. L'État français est là pour nous protéger. Il y a des lois, il suffit de les appliquer. Et mon deuxième message, c'est que il faudrait que les associations LGBT, quand il y a des victimes, des agressions, etc., c'est pas on médiatise 2-3 jours, après on tourne la page. Il faudrait qu'on suive les victimes. Et moi, ce soir, je voudrais remercier en particulier l'association Urgence Homophobie, qui m'a beaucoup soutenu et qui m'a aidé à me relever. Voilà. Et tu te relèves chaque jour. Pardon ? Et tu te relèves chaque jour. On essaye. Ouais. On essaye et, comme je dis toujours, la vie peut-être n'est pas belle, mais c'est à nous de la rendre belle. Et on continuera à se battre parce que la vie est belle
et les différences, c'est nos richesses. En vous remerciant. Merci.